Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Immersion ce soir dans l'univers des contes de fées. Si je vous parlais d'une histoire dans laquelle Cendrillon, la Belle au bois dormant, Scheherazade, la petite sirène, Barbe Bleue et d'autres personnages se rencontrent. Une histoire où ces personnages qui n'auraient jamais dû se croiser se retrouvent dans le même temps et espace. Des personnages de contes qui sortent de leur rôle et décident de prendre leur vie en main sans suivre le script traditionnel tel qu'on l'a toujours entendu, lu ou regardé. Eh bien, Souad Jamil l'a fait. Elle nous a fait voyager au cœur d'une histoire où le dialogue est moderne, où les princes et princesses nous révèlent un nouveau visage. Une Cendrillon égoïste qui ne pense qu'à trouver un mari pour vivre dans le confort. Une Scheherazade émancipée, militante, mais également jalouse, qui aime être au centre de l'attention. Un inspecteur Ali qui tire des conclusions hâtives sans mener d'enquête et des fées qui négligent leurs devoirs. Des personnages donc qui déconstruisent les nombreuses croyances et stéréotypes enfuis dans notre inconscient collectif. La version des fées, c'est le titre de ce livre, ou devrais-je dire de cette pièce de théâtre. Avec nous pour en parler ce soir, donc Souad Jamil qui est cardiologue et l'auteur de cette histoire. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment vous est venue cette idée de faire rencontrer tous ces personnages de contes de fées dans une seule et même histoire? Eh bien, évidemment, c'est une question qu'on me pose souvent, tellement l'histoire leur paraît rocambolesque. En fait, j'avais besoin d'écrire quelque chose en pleine liberté. Et j'ai pris la liberté de me donner toutes les libertés. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se donner la liberté qu'un conte ? Donc j'ai pris des personnages d'Orient et d'Occident, des personnages mythiques et réels, et j'ai construit cette histoire aussi bien dans le temps passé que dans le temps présent. Donc ça, c'est ce qui m'a permis justement d'écrire en toute liberté. Et bien sûr, ce qui a motivé cette envie d'écrire, c'est que je venais de sortir de l'écriture d'un livre très sérieux qui s'appelle Le serment du dernier messager, qui parlait de biopouvoir, d'assurance, de transhumanisme. Et je voulais quelque chose de plus léger et quelque chose d'utile, dans le sens où j'aime bien écrire pour faire passer des messages. Et là, j'avais besoin de déconstruire ces stéréotypes et ces préjugés qu'on nous raconte depuis qu'on est petit. Donc c'est un petit peu ça qui a motivé l'écriture de cette histoire. Et pourquoi avoir choisi certains personnages plutôt que d'autres ? Ils sont arrivés de façon, on va dire, impromptue, parce qu'on ne décide pas de tout au départ. Au départ, je décide d'une trame, d'une histoire, du début de l'histoire, et les personnages arrivent au fur et à mesure en fonction des besoins de l'histoire. Si j'ai besoin de dénoncer le féminicide qu'il y a dans pas mal de contes, c'était important pour moi de parler des Mille et une nuits et de Barbe Bleue. Donc c'est vraiment en fonction du préjugé à dénoncer que j'ai choisi le personnage. Et justement, il y a pas mal de préjugés qui ont été dénoncés. D'abord, je vais lire d'ailleurs un passage quand on parle de... C'était un dialogue de Scheherazade qui disait « Lorsque les hommes usent de leur force de conviction, ce sont des fins stratèges, tandis que la ruse orchestrée par une femme est tout de suite considérée comme une manipulation, donc deux jugements différents pour une seule et même action. » Absolument, ça c'est quelque chose qu'on voit toujours. Une femme rusée et intelligente passe pour manipulatrice. L'homme, quand il a des idées intelligentes, c'est un fin stratège. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. Parce que c'est très facile de mettre toute la classe des femmes dans ce préjugé, dans des stéréotypes qui sont complètement faux. Moi, j'ai toujours considéré que la curiosité est un signe d'intelligence. Et Barbe Bleue, non, considère que les femmes ne doivent pas être curieuses et il les punit. Donc tout ça, ça me parlait et j'avais envie de montrer que, en fait, les contes, c'est quoi ? Les contes, c'est une histoire imaginaire qui est censée transmettre une morale. Sauf que cette morale, on nous la donne comme une vérité absolue, comme un exemple à suivre. Et il faut se poser la question suivante. Qui a écrit ce conte et quel en est le bénéficiaire ? Et si on se pose ces questions, on comprend que tout a été un petit peu biaisé pour servir à certaines fins. Voilà. C'est ce que vous faites un petit peu avec le personnage de Cendrillon, quand vous montrez une personne qui est sur Tinder et qui recherche finalement un mari, idéalement un prince, pour
pouvoir vivre dans le confort, tout simplement. Donc ça, oui, en fait, je suis partie de l'idée de Cendrillon en prenant vraiment tous les stéréotypes qu'elle représente au départ pour montrer que finalement, c'était absolument pas ça. Ça, c'est l'image qu'on a de l'extérieur, mais en vérité, Cendrillon a des objectifs beaucoup plus, on va dire, elle a la tête sur les épaules, c'est une femme qui veut construire sa vie, son objectif, c'est d'être une femme d'affaires. Et elle utilise tous les moyens, et elle se donne les moyens que n'importe quel jeune homme ou jeune femme utiliserait de notre temps actuel. Mais ça, c'est juste une image, une sorte de déguisement qu'elle a au début de la pièce de théâtre. Mais elle n'est absolument pas celle que l'on croit. Absolument, et on le découvre à la fin, d'ailleurs, oui. Justement. Oui. Vous avez aussi parlé de Aïcha Khandija, donc aussi d'un autre stéréotype, celle où à chaque fois elle postulait pour avoir des rôles. Exactement. Et on l'a refusée sous prétexte qu'elle était trop brune. Voilà, alors ça aussi, c'était quand je dénonce les préjugés, contrairement à ce que certains pensent, ce ne sont pas uniquement des causes féministes que je défends. Je parle de racisme qui concerne tout le monde. Par exemple, je mets en scène les deux genoux de Jamefna qui discutent avec les deux fées qui viennent d'Occident, et l'une d'elles est raciste et a la tête remplie de préjugés et les prend pour des Marocains qui savent ni lire ni écrire, qui ne sont pas cultivés, alors qu'ils sont tout l'inverse, et il leur démontre d'ailleurs tout le long de la pièce. Donc je voulais dénoncer vraiment tout ce qui me dérangeait et qui sont tous ces préjugés qui sont véhiculés par notre société tout le temps. Et ce qui me dérange, c'est que dans un conte, s'il y a un endroit où il ne devrait pas y avoir de préjugés, ce sont justement les contes, parce que l'objectif, c'est qu'ils soient racontés à des enfants. Alors oui, raconter des contes, je veux bien, mais il faut en faire aussi la critique. Or, un enfant seul ne peut pas en faire la critique. Et il ne faut pas qu'il prenne tous ces contes pour une réalité et qu'il se construise avec ces réalités qui n'en sont pas. Donc, il serait intéressant de changer un petit peu ces contes quand on les raconte aux enfants aujourd'hui? Oui, alors... pour les adapter, oui, et puis surtout mettre l'accent sur certains points. Par exemple, 80% des personnages féminins des contes de Grimm sont méchants. Et 80% des méchants sont des femmes. C'est ça ce que je voulais dire. Autre chose, quand un personnage a un certain âge dans les contes, c'est souvent soit une sorcière, soit une marâtre. Et puis, alors certains enseignants, justement, racontent les histoires aux enfants, et ils font justement une étude critique, une déconstruction tout de suite après. Et pour exemple, j'ai vu, en faisant mes recherches, que certains enseignants travaillaient sur le mot parâtre. C'est un mot qui n'existe pas. Et donc, ça fait un peu réfléchir les petites filles et les petits garçons, parce que pourquoi les messieurs âgés sont toujours des rois, ou alors des magiciens. Magicien, c'est plus gentil qu'une sorcière. C'est vrai. Voilà, donc tout ça, c'est juste pour inciter au débat avec les enfants. Voilà. Oui, c'est bien aussi de les faire se questionner peut-être quand on lit une histoire à un enfant, lui demander ce qui ne va pas dans cette histoire pour mettre en évidence les inégalités des fois, des discriminations et les préjugés qui sont... Absolument, et je crois qu'actuellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui racontent à leurs petites filles il faut que tu sois obéissante, gentille, jolie, que tu saches faire le ménage, la cuisine, et puis tu attends. Un beau jour, un beau prince va venir frapper à la porte et te demander en mariage. C'est juste n'importe quoi. Je crois qu'aucune mère ne pourrait raconter ce genre d'histoire à sa petite fille. Mais finalement, c'est ce que racontent les contes de fées. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de Aïcha Khandija, je voulais dire que je me suis rendu compte que les personnages mythiques ou de contes, de légendes orientaux sont des personnages, des femmes beaucoup plus fortes que les personnages occidentaux. Et là, il y a quand même matière à réflexion. Finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Même si Galland, lorsqu'il a traduit les contes des Mille et une nuits, il a transformé Scheherazade en un personnage mythique, une femme belle, lascive, qui est complètement, qui ne sert absolument pas le féminisme. Et donc, même cette femme-là qui l'a rendue comme ça, finalement, a été beaucoup plus
plus émancipée et plus féministe dans le sens femme forte qui ne la décrit. Donc il y a aussi des images qui ont été complètement changées quand elles sont passées de l'Orient vers l'Occident, quand elles ont été véhiculées. Chaque fois qu'il y avait une personne qui interpellait Scheherazade, on lui disait, on s'attendait à une toute autre personne, on ne vous imaginait pas comme ça, vous êtes décrite autrement. Oui, tout le monde l'imagine autrement, et il y a un double jeu, c'est-à-dire qu'elle se dit, tiens, finalement, je suis connue, parce qu'elle ne le sait pas dans l'histoire, elle ne sait pas ce qu'elle va laisser à la postérité. Donc elle est ravie de voir qu'elle a marqué le monde par sa présence, mais en même temps, elle en veut plus. Et là, on se rend compte que c'est un personnage qui n'est pas aussi bien intentionné qu'on l'imagine au départ. Elle en veut plus, vous parlez de la fin quand... Je parle elle veut que les projecteurs soient braqués sur elle. Voilà, justement. Elle veut que les autres femmes qui essayent de s'en sortir ne lui arrivent pas à la cheville. On pense qu'elle veut les aider, mais en fait, elle veut juste dominer. Bon, après tout, oui. C'est ceux qui c'est des caractéristiques humaines. Oui, et puis moi, je voulais faire... En fait, la plupart des gens qui ont écrit sur Scheherazade, moi, je n'ai pas écrit sur Scheherazade, je ne suis pas une spécialiste. Je dis juste, j'ai pris le personnage et j'en ai fait ce que je voulais, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Pour Scheherazade, elle appartient à tout le monde, et la plupart des écrivains la sont appropriés. Et donc, moi, j'ai fait la même chose, mais ce n'est pas le personnage principal. Je voulais qu'elle soit actrice avec les autres au même pied d'égalité pour laisser entrevoir la nature humaine réelle. Voilà, personne n'est vraiment un personnage parfait, nulle part, ça n'existe pas. On est tous avec nos démons intérieurs. Oui, malgré le fait qu'elle soit féministe et militante et... elle peut l'être et avoir ses défauts. Elle est aussi jalouse. C'est pas incompatible, c'est pas antinomique, bien sûr. Absolument. Justement, elle a lancé un projet qu'on appelle les rencontres de désillusion, je pense. Oui. Alors en fait, pour un petit peu résumer le début de l'histoire, c'est Scheherazade est en train de raconter des histoires quand tout à coup, elle se retrouve sur scène dans un espace qu'elle ne connaît pas et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que plusieurs personnages de contes de fées ou de contes ou de légendes se retrouvent sur scène ensemble alors qu'ils ne devraient pas, normalement, ils ne devraient pas se croiser. Et en fait, on réalise que c'est une fée, la fée marraine, qui est en pleine crise existentielle et qui a décidé, parce que vous savez, les fées, qu'est-ce qu'elles font dans les histoires? Elles n'ont aucune action, elles sont là pour exaucer les vœux avec leur baguette magique. Alors celle-ci, non, elle veut changer un petit peu les choses, elle veut prendre en main sa propre histoire d'abord, elle refuse d'exaucer les vœux des autres et elle se dit, je vais exaucer un vœu pour moi, je vais prolonger mes vacances. Le problème est que lorsqu'elle fait cette action, elle se trompe et elle chamboule tous les contes et c'est la façon que j'ai trouvée pour les retrouver tous sur scène, pour leur donner l'autorisation de se retrouver sur scène. Absolument. Et Scheherazade se dit, maintenant qu'il y a tous ces gens dehors, je vais leur montrer qu'ils se font avoir et que la vérité n'est pas celle qu'on nous dit. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ce n'est pas vrai. Et elle essaye de créer une association dont elle veut la présidence, mais ça ne se passe pas tout à fait comme elle veut. Mais justement, vous posez cette question des fins heureuses. Et quand on nous dit ils étaient heureux pour l'éternité, et finalement, personne n'est allé voir ce qui se passe après. C'est ce que dit la fée marraine. Quand elle discute avec son amie l'autre fée, elle lui dit écoute, moi je ne veux plus jouer ce jeu, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne nous dit pas tout. Est-ce qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe après la fin des histoires qu'on nous raconte? Et est-ce que peut-être que nous contribuons au malheur de ces femmes ou aux problèmes en croyant leur rendre service? Et c'est pour ça que j'ai mis la scène de la boule de cristal où on voit ce qui arrive à l'une des fées qu'on croit être Cendrillon, l'une des princesses que l'on croit être Cendrillon, mais qui n'est pas Cendrillon. Et j'ai mis un petit projecteur pour voir ce qui se passe, ce qui s'est réellement passé après la fin de l'histoire qu'on nous raconte. Justement, ces fées, pour essayer de se rattraper, elles ont lancé un sort à ce nouveau bébé né. Donc, et bien sûr... si vous voulez, j'aimerais bien lire le passage du sort en question. C'est une sorte de vœu. C'est plutôt un vœu plutôt qu'un sort. C'est un vœu. Une sorte de vœu, d'accord, très bien. C'est plus un vœu parce que c'est censé être positif, mais après avoir écouté les autres personnages, pour un petit peu... Et après avoir participé aux réunions aussi. Voilà.
Donc, pour réparer leurs erreurs sur les autres vœux. Voilà, exactement. Donc, elles ont dit, tu seras travailleur ou travailleuse, paresseux ou paresseuse, tu seras riche ou peut-être sans le sou, mais ton esprit restera toujours en éveil. Je te souhaite de n'avoir jamais peur de tes envies, car ce sont elles qui te donneront un sens à ta vie. Et elle tourne la baguette magique 3 fois. Oui. Donc, c'est un peu le fait de libérer en fait, ces personnages et de les laisser choisir ce qu'ils veulent être. Exactement, c'était ça l'objectif. Donc c'est un peu le message de ce livre. Oui, c'est construisons nos propres rêves. N'essayons pas de calquer nos rêves sur les rêves des autres ou les rêves qu'on nous raconte. Il faut s'écouter, connaître ses propres envies et les poursuivre. C'est tout. Et bien sûr, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne le faire à votre place. Ou que quelqu'un vienne vous sauver. Voilà. Et ça, pour rebondir aussi sur ce qu'on appelle le complexe de Cendrillon. Le complexe de Cendrillon existe chez de nombreuses femmes qui grandissent en rêvant d'une personne, en général un homme, qui viendrait les sauver et les accompagner et les protéger. Sans fournir d'efforts. Sans fournir d'efforts, voilà. Mais après, vous avez introduit un personnage auquel je ne m'y attendais absolument pas. C'est la Tayaba. Ah oui, mais il y en a 2. Il y en a 2, il n'y a pas que la Tayaba, oui. Et donc, elle a joué un rôle qui est plus ou moins important. On voit une businesswoman, une entremetteuse. Pas vraiment, je ne dirais pas entremetteuse, parce que moi, ce que je voulais, c'était réhabiliter, donner vraiment un rôle social important à la Tayaba, mais du côté positif. Parce que ce sont des femmes travailleuses, ce sont des femmes qui ne font rien de mal, elles présentent, elles aident aux unions de façon gratuite. Et cette femme d'affaires, en parallèle, elle poursuit les choses, c'est-à-dire qu'elle participe même au mariage, puisqu'elle est aussi une GAFA. Mais je voulais aussi... Elle fait rencontrer les belles-mères avec je voulais en fait faire un petit clin d'œil, parce que quand les gens disent « Ah, Tinder, les sites de rencontres, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je voulais juste montrer que le hammam, c'est aussi un site de rencontre, sauf que tu ne croises pas ton futur mari, mais ta future belle-mère, ta possible future belle-mère. Je trouvais ça très drôle. Oui, c'était amusant, mais c'est un personnage qui était plutôt sage et qui donnait de bons conseils. Oui, absolument. Il faut réhabiliter son rôle. Dans le sens où lui donner... je ne dis pas qu'il faut que son rôle soit plus important, je dis juste qu'il faut reconnaître que c'est une personne travailleuse, comme beaucoup de Marocaines travailleuses, et qui porte beaucoup de choses sur son dos. C'était surtout ça. Alors l'autre personnage auquel on ne s'attend pas, c'est le personnage de l'inspecteur Aeli. Absolument. Qui, lui, ne sort pas d'un mythe ou d'une légende ou d'un conte, mais du livre d'Elis Shaibi. Donc c'est là où je confirme que je me suis donné la liberté totale de prendre les personnages que je voulais. Et qu'il y avait aussi des préjugés, parce qu'à un certain moment, il y a la Belle au bois dormant qui s'est sentie agressée après le bisou du prince pour la réveiller, et qui est partie porter plainte. Oui, ça c'est une scène que j'aime beaucoup, parce qu'il y a tout un dialogue. Et on retournait tout ce qu'elle disait contre elle, finalement. Voilà, alors que c'est aussi pour dénoncer l'accoutrement. C'est pas parce qu'on est habillé de façon sexy qu'on incite à la drague ou qu'on donne une autorisation quelconque. Donc tout ça, c'est des messages que j'aimerais faire passer aux jeunes filles, aux jeunes hommes et aux enfants de notre société. Et justement, même ce projet qui a été lancé par Shahrazad, il était destiné aux hommes et aux femmes. Absolument. Absolument. Donc, qui était ouvert au dialogue. Absolument. Donc c'est un message qui est pour les hommes et les femmes. On arrive presque au terme de cet entretien. Quel serait le message principal que vous voudriez véhiculer par rapport à l'écriture de ce livre? Et aussi, j'aimerais vous demander si vous envisagez d'en faire une pièce de théâtre qu'on pourrait aller regarder. Le message, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que chacun puisse prendre la liberté qu'il veut pour donner une direction à sa vie, sans se construire à travers des fausses croyances ou des faux rêves. En ce qui concerne la pièce de théâtre, bien entendu, si je l'ai écrit sous forme de pièce de théâtre, contrairement à mon premier livre que j'ai ensuite adapté en pièce de théâtre, cette fois je suis passée directement à la version théâtre pour pouvoir la mettre en scène. C'est évident que je l'imagine en détail. J'ai même mis au début de chaque scène des liens musicaux qui sont toujours complètement décalés, mais qui révèlent beaucoup d'humour. En fait, il y a beaucoup de dérision, parce que j'estime que véhiculer un message avec de la dérision, ça passe beaucoup mieux. Et le théâtre, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il permet d'exagérer, de défigurer et d'accuser avec le sourire.
Et il n'y a que le théâtre qui peut le faire. Maintenant, je lance un appel à tous les producteurs de théâtre qui seraient intéressés. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est de la voir sur scène. Absolument. On aimerait bien aussi la regarder sur scène un de ces jours. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Souad Jamaï, pour avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes cardiologue et aussi écrivain. Et donc, c'était un plaisir Merci de vous à vous. avoir. Merci à Médiane de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin donc de cet entretien pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci pour votre fidélité.